tous, bonjour à toutes. Merci à vous d'être là pour cette controverse en direct donc, des rencontres d'Aix. Merci pour ceux qui sont dans la salle. Merci de prendre place rapidement. Merci à tous ceux aussi qui nous suivent en ligne à distance. Et on va démarrer par s'attaquer à un sujet ô combien d'actualité puisque nous allons parler du contrat social. J'ai la chance pour parler de ce sujet qui compose notre société, qui l'anime et qui parfois la fracture. Ça s'appelle l'obsolescence programmée du contrat social. Et à mes côtés, pour en débattre, j'ai donc Jacques Pomereau. Vous êtes président CEO d'une entreprise de conseil en numérique qui s'appelle Inetum. Et puis Brice Roger, vous êtes président d'un groupe assez large, dont il y a Yves Rocher pour ceux qui les marques les plus connues, ou encore Petit Bateau. Alors, pour démarrer peut-être cette question, je me réfère à la présentation. Le contrat social aujourd'hui est-il menacé? Est-il tel qu'on l'a connu? A-t-il vocation à être derrière nous, à être transformé? Comment ça se passe dans les entreprises? Tout d'abord, merci de m'accueillir. Donc, je pense qu'ici, tout le monde a relu Jean-Jacques Rousseau toute la semaine pour se rappeler ce que c'était le contrat social. Mais vous l'avez fait. Absolument. Donc, le contrat social, c'est quoi? C'est quand un individu abandonne une partie de sa liberté vis-à-vis de l'État, notamment, en échange d'un certain nombre de protections. Or, typiquement, pendant l'épisode du Covid, on a pu voir un certain nombre de remises en question de ce contrat social, de se dire est-ce que je suis assez protégé par rapport à ces libertés abandonnées. Dans une entreprise, c'est quoi le contrat social? C'est de se dire j'abandonne mon temps libre, je me contrains à un règlement intérieur, à des horaires, à faire un certain nombre d'activités en échange d'un salaire. Or, on voit que le contrat social, de base, c'était ça, a évolué ces dernières années. Si je me réfère par exemple à l'Institut Jean Jaurès, on voit que 71% des salariés disent que pour eux, leur entreprise joue un rôle important dans la société. Il y a une étude de l'Institut des entreprises qui dit que quand on demande en qui avez-vous confiance pour avoir un impact sur votre vie, la société, la population n'a plus tellement confiance dans les politiques, plus tellement confiance dans l'État. En revanche, l'entreprise arrive en 3e position, figurez-vous, derrière les citoyens eux-mêmes et derrière les médecins. Donc en effet, le contrat social aujourd'hui, c'est beaucoup plus que temps contre salaire. C'est l'attente de travailler dans un environnement qui produit quelque chose en plus pour la société. Et ça, les dirigeants l'ont bien compris. Il y a de nombreuses études, je ne vais pas toutes les citer, qui montrent par exemple, sur les aspects de diversité, qu'une entreprise qui est capable de créer un climat avec plus de diversité, inclusif, mais surtout avec une certaine sécurité d'opinion, est en moyenne 2% supérieure à celles qui ne le font pas en termes de rendement. Donc c'est un alignement d'intérêts à la fois pour la société elle-même, l'entreprise, l'économie et les collaborateurs. Donc le contrat social a évolué et je pense qu'il va continuer à évoluer parce que dans un monde en changement comme aujourd'hui, il ne peut pas rester stable. Moi, je vous donne juste un exemple de façon dont on a fait évoluer le contrat social chez Inetum. Cette année, on a décidé d'impliquer tous les collaborateurs, les 28 000 collaborateurs, dans faire le bien autour de nous. C'est-à-dire qu'on a remplacé des donations financières qui étaient autrefois dans du mécénat ou des organismes décidés au siège, par la possibilité pour chacun des 28 000 collaborateurs de passer une journée par an, ça fait quand même beaucoup de temps, à faire le bien autour d'eux dans l'association caritative de leur choix, sans décision ou suggestion du management. Ça fait partie de notre contrat social à nous et je pense que chaque entreprise a fait évoluer son propre contrat social. Alors justement, on va passer la parole à Brice Roger. Vous, le contrat social, vous le voyez évoluer, vous voyez les attentes de vos salariés et de vos consommateurs également changer? Oui, c'est quelque chose qui évolue en permanence en réalité. Je voudrais juste... Voilà, on débat sur ce sujet-là et on est en pleine crise politique, donc en pleine crise sociale, il y a une véritable fracture de la société, etc.
Il est vrai que l'entreprise peut jouer et doit jouer un rôle, mais l'entreprise ne peut pas se substituer aux politiques pour autant. Je pense que c'est important de le dire. Si on veut donner une chance à la politique, finalement, de fédérer notre collectivité, notre collectif, eh bien, il faut que l'entreprise soit apolitique. C'est déjà assez le bazar comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter, je pense. Derrière... Est-ce que ça veut dire que l'entreprise, tout en étant apolitique, du coup, elle ne s'engage pas? Alors non, justement. L'entreprise n'est pas politique de mon point de vue, mais elle a vocation à s'engager. Comment? Et d'abord, je voudrais juste préciser que l'entreprise est nativement responsable. À l'origine, si on prend un peu de recul, l'entrepreneur, il y a de ça un certain temps, il est responsable sur ses biens propres, à l'origine. C'est-à-dire qu'en cas d'échec, c'est la ruine, c'est la faillite totale pour l'entrepreneur. Sauf que une innovation juridique est arrivée au XIXe siècle, la société anonyme, qui a permis finalement à l'entrepreneur d'aller chercher des capitaux autres que les siens pour développer son entreprise, et c'est ce qui a permis un progrès considérable, et c'est une très bonne chose. Le revers de la pièce, c'est que l'entrepreneur ou l'actionnaire, le propriétaire, est devenu un investisseur qui n'est plus responsable sur ses biens propres, mais uniquement sur sa mise initiale. Ça pose une question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est peut-on parler de capitalisme responsable sans investisseur responsable? Ça, c'est une vraie question à laquelle il faudra s'interroger collectivement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, avec cette innovation juridique, en rendant l'actionnaire non responsable sur ses biens propres, eh bien, la responsabilité s'est transférée vers l'entreprise, naturellement. On est passé de la qualité totale à la gouvernance responsable, à la responsabilité sociétale des entreprises. Et puis aujourd'hui, on a le statut de société à mission. Et on voit bien que ce transfert de responsabilité, il est là pour combler un vide qui est que l'entrepreneur tel qu'il était à l'origine n'est plus responsable sur ses biens propres. Et alors, est-ce qu'il l'est plus avec un statut d'entreprise à mission, comme vous dites? Alors ça permet de mettre en place un certain nombre de garde-fous, oui. Donc oui, moi je suis convaincu, je suis un fervent défenseur de l'entreprise à mission, c'est connu. Parce que de toute façon, je vais vous dire une chose, à nouveau, l'entreprise est responsable nativement. La première responsabilité d'une entreprise, c'est de créer des emplois. Mais derrière, vous pouvez aller au-delà de ça et aller chercher un supplément d'âme. Je vais prendre évidemment l'exemple du groupe Rocher. Nous, depuis l'origine, avant même que le statut de société à mission n'existe, mon grand-père, quand il a créé son entreprise, il l'a fait avec un combat chevillé au corps, c'est-à-dire la protection de la nature. Mais pourquoi? Parce que c'était l'entrepreneur qui parlait là. Parce que lui-même a vécu une expérience personnelle qui l'a, quelque part, transformé. Je vais vous raconter l'histoire très rapidement. Oui, parce que... Très jeune, mon grand-père a toujours eu des problèmes de santé, à tel point que ses parents étaient obligés de lui faire l'école à la maison. Et s'est instauré une proximité très forte entre lui et son père, sauf qu'à l'âge de 14 ans, il perd son père décède, et il vit ce drame familial, et qu'est-ce qui se passe? Il part se réfugier 2 ans en forêt. Non pas qu'il dormait dans les bois, mais il y passait ses journées, et ça lui a apporté une forme de réconfort, d'apaisement, de consolation. Et à ce moment-là, il a pris conscience que la nature avait un impact positif sur le bien-être des gens, et en retour, il a eu envie d'agir en faveur de la nature, et c'est pour ça que le groupe Rocher a toujours été engagé depuis l'origine dans ce combat. Alors justement, pourquoi avoir besoin, ou peut-être pas, d'un statut d'entreprise à mission, puisque si on vous entend, messieurs, finalement, c'est un engagement de l'entrepreneur, c'est une responsabilité. Est-ce que vous, votre entreprise est une entreprise à mission, et pourquoi ce choix? Alors, toute la question, c'est est-ce qu'on a besoin de labelliser une approche ou est-ce que la preuve n'est pas dans les actes? Si vous regardez les entreprises où ce statut n'existe pas, aux États-Unis par exemple, vous avez une coalition d'entreprises dans la Silicon Valley, dans la technologie, qui souscrit de façon volontaire à un principe qui est one, one, one,
1% de mes profits vont aller dans du caritatif, 1% de mes produits vont être donnés à des œuvres caritatives, 1% de mon temps, donc du temps de mes employés, va être donné là aussi à faire le bien autour de soi. C'est ni un statut juridique, ni quelque chose que l'on certifie, c'est juste des faits. Donc à la fin, des dirigeants peuvent se dire « j'y crois tellement que j'engage mon entreprise et mon compte de résultat pour avoir un impact ». Pourquoi les labels et les mesures sont importantes? On a ici les régulations qui vont arriver, qui vont nous aider à mesurer notre progrès. C'est qu'il est important quand même d'aider, de convaincre et de donner des raisons, des incentives à toutes les entreprises pour s'engager. Donc, on sait, par exemple, sur le carbone, qu'il est important de mesurer les émissions, l'empreinte de son entreprise, pour ensuite mettre en place des plans d'action. Sans mesure, pas d'action. L'engagement est donc parfois important, et là, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour canaliser les énergies et mesurer ce qu'on veut éviter, nous, entrepreneurs, mais aussi les collaborateurs, c'est le greenwashing. C'est les déclarations d'intention, les belles paroles qui, dans la réalité du quotidien de l'entreprise, sont en fait des écrans de fumée. Justement, est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes dans les affaires, que ces labels, la multiplication de labels, que ce soit environnementaux, que ce soit pour l'égalité, que ce soit antidiscrimination, etc., la multiplication des labels fait vraiment progresser la cause, ou au contraire, c'est une façon de se réfugier, de dire « non mais regardez, nous on a fait une charte, donc tout va bien ». C'est une arme à double tranchant. Et je vous donne un exemple. Il y a un label connu qui est S&P, Standard & Poor's, qu'on connaît, qui suit les 500 entreprises mondiales les meilleures en ESG. Dans ces top 500, encore en 2022, il y avait le groupe pétrolier Chevron. Et à l'inverse, il n'y avait pas de Tesla. On peut se poser des questions sur quelle est la pertinence de ce label, quels sont les critères. Environnement, c'est une chose, mais il y a aussi les aspects sociaux. Est-ce que les salariés sont payés correctement, traités à égalité, ont le droit de former des syndicats, etc. Gouvernance, c'est est-ce que l'entreprise paye ses taxes au bon endroit? Est-ce qu'elle a un conseil d'administration avec des administrateurs indépendants? C'est assez technique. Donc les labels peuvent parfois être dévoyés de leur objectif, mais à nouveau, sans preuve objective et auditée, ça laisse quand même la porte ouverte à beaucoup de greenwashing. Est-ce que vous avez l'impression, Brice Rocher, que depuis que vous êtes une entreprise à mission, qu'est-ce que ça a changé concrètement? Que ce soit pour vos clients, pour vos consommateurs, pour les salariés, vos collaborateurs? Alors moi, à nouveau, je suis un fervent défenseur du statut de société à mission. Et je considère que c'est un outil qui est avant tout vis-à-vis de l'interne, vis-à-vis des collaboratrices, des collaborateurs en interne. Et ça vient travailler très fortement la culture d'entreprise. Et qu'en quelque sorte, pour la première fois de son histoire, la culture d'entreprise vient de trouver un support juridique. On parle souvent de stratégie, d'organisation, et on met de côté, on peut être tenté de mettre de côté la culture d'entreprise. Alors que la réalité, c'est qu'une entreprise, c'est des femmes et des hommes, accessoirement de talent. Ça ne peut pas faire de mal. Et que quelque part, travailler sa raison d'être, c'est une raison d'y être pour le collaborateur, ou pas d'ailleurs, parce qu'il choisit en conscience s'il a envie de s'engager dans le combat de l'entreprise. Parce que le sujet essentiel là-dedans, moi je suis pas pour maximiser les normes, évidemment. Mais je trouve que ce statut de société à mission, il laisse une liberté qui, avec un certain nombre de garde-fous, permet de rendre explicite des choses qui sont bien trop souvent trop implicites. Et à partir du moment où c'est explicite, vous vous engagez, mais vous ne vous engagez pas vis-à-vis du grand public, vous vous engagez vis-à-vis de vos people en interne. Et si vous ne faites pas ce que vous dites, ils partiront, vous perdrez vos talents. Et à partir de ce moment-là, vous allez perdre l'énergie nécessaire au développement de l'entreprise. Tout à l'heure, on a démarré en disant, effectivement, on est dans une période de politique un peu particulière, une période sociale aussi quelque part inattendue. Est-ce que vous avez l'impression que les salariés, les collaborateurs, la société attend de l'entreprise, quelque part, d'être un refuge? Tout à l'heure, vous disiez, bon, on ne fait pas de politique. Est-ce que finalement, c'est un des derniers lieux
où on ne parle pas de politique, où on trouve une cohésion ensemble, là où ailleurs dans la société, on a moult endroits, que ce soit dans les familles, que ce soit dans la cité, où c'est plus fracturé. Vous savez, quand on dirige une entreprise, en l'occurrence où il y a 28 000 personnes, c'est un peu comme être le maire d'une petite ville. Vous avez toutes les opinions qui sont représentées, c'est tout à fait normal, tous les vécus. Et c'est que dans le maire, il a un conseil municipal et souvent il a des opposants affichés. Vous, bon, peut-être qu'il y a des syndicats, mais quand même, souvent, ce que l'on ressent, c'est que les salariés, bon, on ne parle pas de politique. Exactement, parce que c'est un endroit, comme vous le disiez, un peu refuge, et ça devrait rester un refuge où on se focalise sur un contrat social neutre. Moi, par exemple, je ne me vois pas commenter les élections françaises. Pourquoi je le ferais quand il y avait les élections mexicaines il y a 15 jours, que je n'ai pas non plus commenté auprès de nos collaborateurs locaux, qu'on avait l'Angleterre cette semaine, qu'on avait le Pérou. Vu le nombre d'élections, voilà. Vous voulez dire c'est impossible de commenter tout le temps. Voilà, le rôle de l'entreprise, c'est de préserver cette paix sociale, cette harmonie autour d'un contrat social qui est « je contribue positivement à la société ». Vous venez, vous travaillez, vous faites du bon travail pour les clients, vous êtes rémunéré en conséquence. Ça me fait penser à l'élection Trump versus Clinton, que j'ai vécu de l'intérieur dans la Silicon Valley à l'époque. Moi, français sans droit de vote, je voyais passer dans l'entreprise ou dans les entreprises du secteur des messages du type « Si vous avez voté pour Donald Trump, je vous suggère de remettre votre démission demain, vous n'avez pas votre place dans l'entreprise ». C'est extrêmement violent quand vous êtes un collaborateur qui, a priori, est là pour faire son travail. J'ai vu passer des messages dans l'autre sens qui disaient ça serait quand même bienvenu de financer un dîner de soutien à tel candidat parce que c'est notre culture d'entreprise. Moi, je trouve ça déplacé, peut-être parce que je suis européen, peut-être parce que j'ai cette vision plus neutre du rôle de l'entreprise, mais on peut prendre des engagements consensuels, sociétaux. Je pense que tout le monde veut améliorer la société, quel que soit son bord politique. Tout le monde veut contribuer au bien de la planète, quel que soit son bord politique. C'est bien suffisant comme point commun. Brice Roger, de votre côté, c'est pareil, l'entreprise, c'est une valeur refuge, surtout en ce moment? Moi, je trouve que c'est un outil formidable qu'on a à disposition qui permet de travailler l'intégration, la diversité, l'inclusion, etc. Et de ce fait, oui, c'est un élément extrêmement positif. À nouveau, l'entreprise, c'est un collectif de personnes, de femmes et d'hommes qui vont s'engager sur un projet commun. Et quelque part, il faut rester focalisé sur ce projet commun. Parce que c'est ça qui permet de mettre l'entreprise en mouvement, le mouvement suscite l'adhésion, et c'est ça qui va permettre d'embarquer les gens. C'est people, people, people. Mais pour ça, il faut indiquer une direction et ne pas se contenter de gérer. Et c'est bien en ça que la raison d'être d'une entreprise, son ambition, permet de fixer ce cap. Essentiel, ça permet de fixer le cap. Et si la raison d'être, c'est du miel, la société à mission, c'est de la gelée royale. Il nous reste quelques petites minutes. Je vous propose que l'on prenne quelques questions. Ne soyez pas timide, levez la main, on vous offre un micro. Profitez-en, monsieur. Merci de vous présenter. Il y a 2 questions devant. Signalez-vous. Voilà. Bonjour, ma question elle est assez rapide. Vous êtes, présentez-vous. Je suis Marco. D'accord. Marco Baroni. Ok. Ma question est assez rapide, c'est que ça s'appelait obsolescence programmée. Et du coup, j'ai pas vraiment saisi où c'était programmé que ça allait s'arrêter. Voilà. Il y a un point d'interrogation, et moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Point d'interrogation. Donc ça ne va pas s'arrêter. Non, ça ne va pas s'arrêter. Je veux dire, voilà. Si ça s'arrête, il n'y a plus d'entreprise, quoi. Donc, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et de toute façon, il faut se battre contre ça et continuer à avancer et à améliorer ce contrat social. Finalement, c'est entre l'entreprise, donc le projet commun, le projet collectif dans lequel on s'engage, et le collectif qui constitue cette entreprise. Donc, obsolescence programmée, je dis non 3 fois. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, peut-être un petit peu disruptif, mais c'est pour se rappeler quand même que sur 8 milliards d'êtres humains sur Terre,
il y a seulement 1,5 milliard environ qui ont déjà entendu parler de RSE. L'environnement, le carbone, 1,5 milliard seulement savent que ça existe, les autres veulent des médicaments, accéder à l'école, un toit. Donc on s'adresse avec une responsabilité d'entreprise à déjà une population plus faible. Au sein de ce 1,5 milliard, on peut dire qu'environ 400 millions, c'est important pour eux. Sur ces 400 millions, peut-être 200 millions, voire 100 millions sont prêts à faire quelque chose. C'est notre rôle à nous, chefs d'entreprise, qui sont sensibilisés, de pousser, de promouvoir ces valeurs. Mais il est possible que le contrat social, dans les années à venir, sous l'effet de la compétition internationale, redevienne une version plus basique, parce que la concurrence internationale, dans beaucoup de pays encore, et sur le contrat social d'entreprise classique, tu viens à l'usine, tu travailles, tu as un salaire, c'est tout. Une autre question. Juste, Attendez. je rebondis là-dessus. Oui. Ça, c'est la pyramide de Maslow. Et ça, ok, le basique, il est clair. Maintenant, on passe les 2 tiers de notre vie au boulot. Moi, j'ai envie de triper. Hein. J'ai pas juste envie de... Je crois que vous n'êtes pas le seul. On n'a pas envie d'aller au boulot. Une autre question, monsieur. Oui, Pierre-Olivier Boyer, groupe Vica. Donc, nous, on est dans les matériaux de construction. Moi, je voulais réagir à votre propos quand vous dites que l'entreprise n'est pas politique. Je pense est-ce qu'il faut pas faire une distinction entre politique au sens politicien et intérêt général? Parce que depuis 20 ans, si on reprend les perspectives, de plus en plus les entreprises, on est sollicité pour intervenir sur des missions politiques que l'État accomplissait précédemment. Et aujourd'hui, avec la montée de la RSE et de la CSRD qui arrive, on est de plus en plus évalué sur notre performance extra-financière qui rejoint des notions d'intérêt général. Et je pense qu'il y a eu une bascule au début des années 2000, c'est-à-dire que dans les années 80-90, avec l'école de Chicago et l'idée que le but de l'entreprise, c'était de maximiser le dividende, aujourd'hui, et donc le mécénat ne faisait pas partie de nos missions, depuis le début des années 2000, c'est en train de s'inverser. Et on nous attend, alors qu'avant c'était de la responsabilité de l'actionnaire, finalement, de dire mes dividendes, je les utilise peut-être pour l'intérêt général. Maintenant, ça remonte au niveau de l'entreprise et qu'on est attendu en tant qu'entreprise, justement sur ces missions d'intérêt général. Et aujourd'hui, comme vous le signaliez très justement, en termes de contrat social, voilà, c'est incontournable. C'est-à-dire que si on n'est pas d'intérêt général, notre avenir peut être remis en jeu. Oui, alors, mais c'est à nouveau ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'entreprise est nativement responsable, l'entrepreneur il était responsable sur ses biens propres, la société anonyme est arrivée au 19e siècle, le propriétaire actionnaire est devenu un investisseur qui n'est plus responsable sur ses biens propres, il est uniquement responsable sur sa mise, et quelque part, cette responsabilité, elle se transfère vers l'entreprise, de la qualité totale à la gouvernance responsable, à la RSE et au statut de société à mission. Quand je dis que l'entreprise doit être apolitique, c'est parce que je vois un danger énorme, et a fortiori aujourd'hui, c'est que l'entreprise ne va pas remplacer l'État. C'est à nous, collectivement, de nous refédérer tous ensemble pour qu'il y ait une politique qui soit quand même au niveau de la France et des autres marchés et qu'on évite le repli sur soi, etc. Ce n'est pas le job de l'entreprise. Elle n'est pas là pour remplacer ça. On va peut-être poser la question. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je pense que l'entreprise, c'est un levier formidable pour des patrons engagés qui sont à la fois citoyens et chefs d'entreprise, qui se disent « j'ai un levier pour faire le bien, pour faire un impact positif sur la planète ». Et bien sûr, on est dans un contexte international changeant. Vous parliez des normes. On sait tous que BlackRock a arrêté ses fonds RSE parce que la performance ne leur convenait pas. Donc il y a un effet de pendule, et c'est là qu'on voit que ceux qui ont des convictions et qui en plus ont compris que la responsabilité d'entreprise, l'intérêt général, en plus ça produisait des meilleures performances financières, tout est aligné, c'est ceux qui vont être capables de maintenir le cap qui vont le mieux s'en sortir. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, madame ? Bonjour, merci. En fait, je voudrais rebondir sur cette notion d'intérêt général. Présentez-vous, madame. Oui, pardonnez-moi. Je suis Anna Ruiz, je suis la créatrice du concept Maison de l'Espagne, qui est un tiers-lieu dédié au monde hispanophone, installé dans un lieu patrimonial. Et donc, la notion de tiers en cœur de ville. Donc, la notion de tiers-lieu me parle beaucoup, l'intérêt général, les missions, le contrat social aussi. Et je crois qu'il faudrait peut-être, j'étais juriste d'entreprise à l'origine, il faudrait peut-être commencer par définir le contrat social. Je pense qu'on est plutôt sur une notion de contrat sociétal.
d'après ce que j'entends. Et en fait, l'entreprise, si elle est concernée, c'est en tant que corps intermédiaire. Et tous les corps intermédiaires ayant disparu, y compris les générations intermédiaires, etc., ce que l'on vit en ce moment, il me semble, c'est un décalage et même une rupture entre les jeunes et les âgés qui ont passé trop de temps au pouvoir, en responsabilité en tout cas, pour ne pas parler que du politique. Et il manque des passerelles. Et justement, c'est la thématique d'aujourd'hui, c'est de relier les mondes. Et relier ces mondes, on ne peut pas les relier uniquement en se réfugiant derrière un label. On est tous concernés, tous impliqués, et collectivement, ça n'existe pas. Collectivement, c'est à travers des structures. Et ces structures, il me semble que l'entreprise en fait partie, mais elle n'est pas la seule. C'est là où elle est concernée, mais sans l'être uniquement. Voilà, c'est juste une interrogation que je pose, mais vu que l'intérêt général n'est plus porté par les pouvoirs publics, ce serait bien qu'il soit porté à notre tour par ceux qui en sont les victimes maintenant, quoi. Ça ouvre le débat. Voilà. Merci. Je suis désolée. Juste pour dire, je suis bien d'accord, on est passé de l'ère du storytelling au story-doing. C'est les actes, l'exact qui compteront. Et c'est les actes collectivement. Eh ben, écoutez, je crois que vu la période qui s'ouvre, on va devoir avoir des actes, on va avoir de quoi juger, construire. Merci beaucoup, merci à tous, merci à nos intervenants, on peut les applaudir. Merci à vous et place au prochain débat.